En afrikaans, le mot springbok signifie bouc-sauteur, on a déjà compris pourquoi. Comme l'oryx, il est parfaitement adapté à la vie dans le désert. Si l'eau est disponible, il boit tous les jours. Mais il ne craint pas la sécheresse, car il est capable de recycler de manière interne l'eau de son corps. Pendant la saison sèche, il creuse le sol pour trouver des racines et des bulbes. Évidemment, c'est une proie de choix pour les prédateurs de la savane. Mais il est beaucoup trop rapide pour les lions ou les léopards. Seul le guépard est plus rapide que lui, mais le springbok peut tenir sa vitesse de pointe sur une plus longue distance. Et la plupart du temps, c'est le springbok qui gagne. En France, 6 parcs zoologiques possèdent des springboks et des naissances sont recensées chaque année. Ouais. Une bonne surprise nous attend au prochain point d'eau. Ce n'est pas le mâle que nous avons rencontré le premier jour. Il y a donc au moins 2 groupes de lions dans le coin. Ah, il a vu quelque chose. Une femelle. J'ai d'abord cru qu'ils allaient se battre. Mais non, ils chahutaient. Sans doute pour manifester le plaisir de se retrouver. Le parc est traversé par 2 rivières appelées Nosog et Oob, mais elles sont à sec depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas pour rien que son nom signifie le pays de la soif. Pour maintenir la vie dans ce désert, les hommes ont créé des sources artificielles en pompant l'eau de la nappe phréatique. Ce sont ces points d'eau où se retrouvent tous les animaux à un moment ou à un autre de la journée, ou de la nuit d'ailleurs. Mais il leur faut souvent parcourir des kilomètres. Il n'y a que 60 points d'eau pour un territoire à peu près grand comme la Suisse. Annie ne pense pas qu'ils soient en couple, car ils paraissent trop jeunes tous les deux. Ils pourraient être frères et sœurs. Il n'y a que 2 parkings entre Matamata et Tweeriveren. Il est interdit de sortir de sa voiture en dehors de ces aires de pique-nique. Et au milieu de nulle part, nous allons déguster un vrai café moulu sur place. Annie a tout un équipement de camping qui fonctionne grâce à l'énergie fournie par le panneau solaire qu'il a fait installer sur le toit de sa voiture. Isn't he wonderful? Sometimes. Les outards de Kauri sont principalement des oiseaux terrestres. Ils recherchent leur nourriture sur le sol en marchant lentement. Mais s'ils s'estiment en danger, ils peuvent décoller et voler sur de longues distances. Comme certains mâles atteignent parfois une vingtaine de kilos,
Cette espèce est indiscutablement l'oiseau volant le plus lourd du monde. On les trouve généralement en solitaire ou en petits groupes de 2 ou 3. Non, je ne filme pas le chat des propriétaires du camp, mais un authentique chat sauvage africain. Il vit dans les savanes ou les déserts au sud de l'équateur, en principe loin des hommes. C'est l'ancêtre de notre chat domestique. Nice, guys. See, I told you they were sweet. La journée commence bien. Les guépards ne sont pas les animaux qu'on rencontre le plus souvent. Annie nous précise que c'est une mère avec ses 2 adolescents. La saison des amours a lieu toute l'année, mais mâles et femelles ne forment pas de couple. La mère porte le plus souvent 3 à 5 bébés qui pèsent moins de 500 grammes à la naissance. Le taux de mortalité des petits guépards est de 40%. La mère les élève seule et va leur apprendre à chasser pendant toute une année. Puis, elle les obligera à partir. Ces petits oiseaux de 30 grammes portent le nom étrange de républicains sociaux. Au nid individuel, ils préfèrent l'habitat collectif où ils résident toute l'année. Ces nids pèsent souvent plusieurs tonnes et peuvent être vieux de plusieurs dizaines d'années. Ils sont entretenus par tous leurs habitants, dont le nombre est en moyenne de 3 à 400. Ces murs de paille sont un excellent isolant de la chaleur du jour et du froid de la nuit dans le désert. Cet oiseau multicolore est l'oiseau national du Kenya et du Botswana. Nous surprenons celui-là en plein repas. Pour attraper ce lézard, il s'est perché sur la branche de cet arbre, a fondu sur sa proie quand il l'a repérée, et il est remonté sur son perchoir pour la dévorer. Enfin, quand il l'aura immobilisée. Et pour ça, vous voyez comment il s'y prend ? Le roulis est essentiellement carnivore, et il peut même s'attaquer à d'autres petits oiseaux. La vipère heurtante est une espèce de serpent très commune dans le sud de l'Afrique. Les mâles peuvent atteindre 2 mètres et peser 6 kilos. Ils sont vivipares et la femelle donne naissance à un nombre élevé de bébés, 50 à 60 en moyenne, qui mesurent déjà 15 cm. Son venin est très puissant, mais elle n'attaque que pour se défendre. On s'est rendu compte qu'elle mangeait beaucoup de crapauds. Sa technique est de sortir sa langue, sans faire d'autres mouvements. Lorsque le crapaud aperçoit la langue, il la prend pour une sorte de proie potentielle. Donc ça l'intrigue,
Il se rapproche de la vipère et il se fait prendre. C'est un des serpents qui a la plus grande rapidité de frappe, 2,6 mètres en 1 seconde. Never miss a shot, eh? Décidément, nos journées commencent toutes par une traversée de girafes. On a longtemps cru que les taches de la girafe s'assombrissaient avec le temps. Mais une étude menée dans le parc des Tosha par des scientifiques australiens a montré que ça n'était pas toujours vrai. En 2019, ils sont arrivés à la conclusion que des taches plus foncées pouvaient révéler la condition physique des mâles et être utilisées comme un moyen de signaler aux autres leur capacité de compétition. En gros, si mes taches sont plus sombres que les tiennes, je suis plus fort que toi. Les Springboks ont bien failli disparaître au XIXe siècle à cause de la chasse massive par les Européens. Mais aujourd'hui, c'est l'antilope la plus abondante, grâce au nombre important des parcs nationaux et réserves sud-africaines. Les girafes mâles aiment s'affronter lors de concours de force appelés necking en anglais. Il s'agit d'utiliser leurs coups pour se donner des coups de tête. Le but de ces joutes, faire perdre l'équilibre à son adversaire et assurer sa domination. Le vaincu repart alors tête basse pour marquer sa soumission. À moins que l'accouplement avec une femelle soit l'enjeu, les affrontements entre girafes mâles sont rarement violents. Ils se finissent même par des gestes affectueux, voire des accouplements entre mâles. Il me reste à vous dire une dernière chose sur les girafes car nous n'en verrons plus. C'est l'animal terrestre qui dort le moins. En moyenne, seulement 2 heures par 24 heures. Pas en continu, mais par tranche de quelques minutes. Tout le monde connaît l'expression « faire l'autruche ». On l'utilise pour parler de quelqu'un qui ne veut pas voir le danger en face et préfère se cacher plutôt que de l'affronter. Cette expression vient de l'idée reçue que l'autruche enfouit sa tête dans le sable quand elle se sent menacée. C'est faux. L'autruche met effectivement la tête dans le sable, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque danger. Quand l'autruche a peur, elle court. On a aujourd'hui plusieurs théories pour expliquer cette confusion. D'abord, l'autruche pond ses œufs dans le sol jusqu'à une trentaine de centimètres de profondeur. Quand elle couve ses œufs, elle les retourne régulièrement et enlève les lézards ou les rongeurs qui se seraient incrustés dans les trous. L'autruche a donc très souvent la tête dans le sable en période de couvaison. Deuxième raison, l'autruche mange de tout et toute la journée. Elle a donc très souvent la tête près du sol, ce qui, vu de loin, peut donner l'impression d'un oiseau qui enterre sa tête. L'autruche boit beaucoup, mais ne se baigne jamais. Elle adore les bains de poussière. Seul moyen pour elle d'imperméabiliser ses plumes et de se débarrasser des parasites.
l'outarde à miroir blanc vit dans les zones semi-désertiques de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Angola et de la Namibie. Le mâle est très coloré, mais la femelle ne l'est pas. Le mâle est bruyant, cherchant en toute occasion à se mettre en valeur, alors que la femelle est très discrète et préfère passer inaperçue. Ils ne construisent pas de nid, la femelle pond ses œufs directement sur le sol, à l'abri d'un buisson. Ils se nourrissent de graines, de végétaux et d'insectes, avec une grande préférence pour les termites quand ils en trouvent. Voilà une superbe famille nombreuse. Si j'ai bien compté, papa et maman sont les heureux parents de 16 enfants. La femelle autruche peut se reproduire pendant 40 ans avec une moyenne de 30 à 60 œufs dans la saison. Mais 85% d'entre eux n'atteignent pas l'âge d'1 an, dévorés par les prédateurs. Vous avez remarqué que ceux-là ont tous suivi leur père lorsque la mère s'est écartée du chemin ? Le messager sagittaire est largement présent dans presque toute l'Afrique subsaharienne. Nous l'avons déjà vu en train de chasser une proie, mais je ne vous ai pas dit que c'est le seul oiseau au monde qui tue ses victimes en les frappant avec ses pieds. Ce soir, nous allons dormir à Nosob. On n'a pas rencontré d'animaux depuis 1h30 quand nous arrivons à ce point d'eau. On y voit un chacal et un mystérieux animal qui boit. C'est un caracal. Ils sont nombreux en Afrique, mais nous avons de la chance de le rencontrer ce matin car c'est un animal plutôt nocturne. Il est généralement solitaire, on le voit rarement en couple ou en groupe. Il chasse à la manière d'un chat en rampant en silence sur le sol avant de bondir sur sa proie. Il peut faire des bonds de 3 mètres pour capturer des oiseaux en vol. Il peut aussi tuer des proies de plus grande taille en les mordant à la gorge. S'il en a l'occasion, il s'attaque aux troupeaux de moutons ou aux volailles domestiques. Ce qui explique qu'en Namibie et en Afrique du Sud, les éleveurs sont autorisés à l'abattre. Pour s'abriter de la grosse chaleur de la journée, il va se réfugier dans une grotte ou un abri creusé par un autre animal. Il y a 47 espèces d'agama en Afrique. L'agama des arbres à tête bleue chasse le jour. Il bouge très peu, préférant sauter sur sa proie quand elle passe à sa portée. Ils vivent en colonies de femelles et de jeunes, autour d'un mâle dominant qui se bat pour conserver son territoire de chasse. Je pense que c'est ce que nous voyons là. Nous sommes à 60 km au nord de Nosob. Pas grand monde en ce début d'après-midi, sauf ce chacal qui gâte son repas, qui s'envole. Mais avec de la persévérance, on arrive à tout. Le chacal est un chasseur opportuniste
qui mange à peu près toutes les proies à sa taille qu'il rencontre. Ça va de l'insecte aux jeunes antilopes, en passant par les oiseaux comme ici. Il mange aussi des fruits, de l'herbe ou des champignons. Il peut aussi, comme les hyènes, nettoyer les carcasses d'animaux morts ou voler quelques morceaux de viande pendant le repas de notre prédateur. Pas très sympa pour les futurs clients du point d'eau. Justement, en voilà qui arrivent. Ce sont des bubales roux. On rencontre les différentes sous-espèces de bubales dans plusieurs pays au sud du Sahara. Mais je pense, sans en être sûr, que le bubale roux ne vit que dans le sud de l'Afrique. C'est un bovidé, bien qu'il ressemble plus à un cheval qu'à une vache. Ils se nourrissent d'herbes, de graminées ou de racines et résistent très bien aux périodes de sécheresse. Les mâles dominants ont un harem et sont très territoriaux. Les mâles non dominants, les femelles et leurs petits, vivent en sous-groupes de quelques individus. Ils sont la proie de tous les grands fauves. Mais avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 90 km/h, ils échappent souvent à leurs prédateurs. Seul le guépard peut courir aussi vite, mais le bubale roux adulte est une proie trop imposante pour lui. En dehors des parcs nationaux où il est protégé, sa chasse est organisée couramment, promettant de beaux trophées et une viande savoureuse aux amateurs de safari. C'est un animal qui supporte mal la captivité. On le retrouve donc rarement dans les zoos. Le chacal ne va pas rester seul bien longtemps. Un nouveau visiteur apparaît sur la droite. Un messager sagittaire s'approche du point d'eau. Il est unique en son genre, avec sa démarche majestueuse et son costume de cérémonie, complété par sa couronne de plumes noires qui lui fait comme un diadème. Mâles et femelles sont quasiment identiques. Adulte, il mesure autour d'1,50 m. C'est un rapace de la famille des faucons. Quand l'oiseau s'en va, un troupeau de gnous bleus vient à son tour se désaltérer. Le gnou est une antilope, lui aussi de la famille des bovidés. C'est un troupeau d'une quarantaine d'animaux adultes. Rien à voir avec les troupeaux de milliers de gnous dont on a tous vu les images de migration au Kenya ou en Tanzanie. Il n'y a pas de jeunes, peut-être parce que nous sommes en décembre et que les gaous naissent en février. Gaou, c'est le nom du petit, et la femelle a un nom encore plus étrange, la maroufle. Le gaou est capable de courir 3 minutes après sa naissance. Leur principal prédateur est le lion, qui est responsable de près de 90% des gnous tués chaque année. Heureusement, le gnou est très endurant et peut courir à 65 km/h sur une longue distance. Il est dépendant d'un point d'eau, même s'il peut passer plusieurs jours sans boire. Il y a maintenant 3 messagers sagittaires au point d'eau. Cet oiseau vit essentiellement au sol et peut parcourir 20 à 30 km par jour pour chercher sa nourriture. Dérangé ou mis en présence d'une menace, il préférera souvent s'éloigner en courant plutôt que de s'envoler. C'est pourtant un excellent planeur. Il est très rare de voir un tel rassemblement de ces oiseaux. L'espèce est officiellement protégée depuis 1968, mais leur nombre semble quand même diminuer. Un vautour vient d'atterrir.
Il y a au moins 7 espèces de vautours dans le parc et je ne saurais vous dire avec certitude à quelle espèce celui-là appartient. Je penche pour le vautour africain ou vautour à dos blanc. Ils seront finalement 3 à venir boire. Ce sont des oiseaux de taille moyenne qui pèsent entre 4 et 7 kilos, mais qui ont une envergure de plus de 2 mètres. Comme tous les vautours, ils se nourrissent de cadavres d'animaux. Oh, this is nasty. The one in the middle. Les vautours africains sont généralement communs ou abondants, mais d'après BirdLife, leur nombre baisse depuis près de 30 ans. Voilà enfin des suricates. C'est la seule fois où nous en verrons et malheureusement, ils ne sont pas tout près. Ils ne vivent que dans les zones désertiques du sud-ouest de l'Afrique. Ils mangent des racines, mais aussi des petits rongeurs, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des scorpions. Ils sont immunisés naturellement contre la plupart des venins. Ils vivent en groupe de 20 à 30 individus, dirigés par un couple dominant. Chacun, à tour de rôle, veille sur la sécurité du clan et le prévient par des vocalises spécifiques si un danger est repéré. Ils peuvent utiliser jusqu'à 30 cris différents selon le message à faire passer. Redoutablement rusé, le drongo est capable de moduler sa voix pour imiter les cris d'alarme d'autres animaux. Ses victimes s'enfuient et il peut leur voler tranquillement leur nourriture. Les mangoustes jaunes vivent en colonies qui peuvent compter jusqu'à 20 animaux. Elles creusent des galeries qu'elles partagent parfois avec les suricates et les écureuils du Cap. Elles mangent des termites, des sauterelles, des petits rongeurs ou des oiseaux, mais ne dédaignent pas la nourriture humaine. En voilà une qui va se régaler d'un morceau de poulet tombé sous la table. An hour. Half an hour. Ce jeune springbok a commencé à courir une demi-heure après sa naissance. The gestation period La gestation dure 4 mois. is 4 months. Les femelles mettent bas au début de la saison des pluies, c'est-à-dire novembre-décembre. And then if it's a good rainy season, Si c'est une bonne saison des pluies, elles peuvent avoir un autre bébé en avril-mai. so the springbok herd Les springboks peuvent se multiplier très vite, from 100 to 200 de 100 à 200, de 200 à 400 en 4 mois, if the vegetation is sufficient. si la végétation est suffisamment abondante. I've got it. You got him? Yeah. Good. On va poursuivre notre route jusqu'au camp de Tweeriveren afin de nous enregistrer pour cette nuit. On reviendra plus tard pour essayer de revoir ce lion.
Je ne sais pas si c'est le même, mais il y a bien un lion au rendez-vous. Plusieurs voitures se sont arrêtées tout près de lui. C'est peut-être pour ça qu'il va s'éloigner. Mais il se contente de traverser la route pour se recoucher de l'autre côté. Les lions sont inactifs 20 heures par jour, dont 10 à 15 heures de sieste. Il fait chaud, 37 degrés à l'ombre, mais rien d'exceptionnel pour lui. Il paraît pourtant épuisé. Quand nous partirons 1h30 plus tard, il aura changé de position de temps en temps, mais pas de place. Il est maintenant en plein soleil, ce qui devrait le gêner, mais décidément, le sommeil est plus fort. Tout le monde se dépêche de rentrer, car le camp va bientôt fermer ses portes. C'est le jour du départ. Ce matin, Eni a prévu de traverser les dunes sur une piste réservée aux conducteurs de 4x4 possédant une autorisation spéciale. So this is what? Cape Fox. So it's not the Eni me corrige quand je lui dis que ce renard ressemble beaucoup à celui qui a des oreilles de chauve-souris. Celui-là a le pelage beaucoup plus doré. The United fox is black. This one is more golden color. Une mère et son fils se reposent sous un acacia à girafe. Le guépard a été domestiqué il y a 5000 ans. Pouvant faire des pointes de vitesse à 110 km/h, il aidait les hommes à attraper les proies les plus rapides. Bien que la chasse soit interdite depuis les années 90, le guépard d'Afrique est une espèce en danger. Il n'en reste que 10 à 15 000 vivant à l'état sauvage, alors qu'ils étaient 100 000 en 1900. Et nous sommes sur le point d'attaquer la traversée des dunes. Au bruit, Eni s'est aperçu que le pare-choc avait un problème. Effectivement, il menaçait de se détacher à la prochaine secousse. Après 40 minutes d'effort, nous avons pu repartir. Les roues patinent dans le sable, impossible de passer la dune. Il faut reprendre de l'élan. On a quitté le Kalahari pour se rapprocher des spectaculaires chutes d'Ograbis sur le fleuve Orange. Nous les verrons demain matin. Les vignobles s'étalent à perte de vue, pendant des kilomètres et des kilomètres. L'énorme majorité de la culture va finir sur les tables du monde entier, surtout pour les fêtes de fin d'année.
Les indigènes Khoisan appellent les chutes d'Ograbi le lieu du grand bruit. On va comprendre pourquoi très bientôt. En ce moment, le débit du fleuve Orange est particulièrement fort, au point que ses belvédères étaient inondés il y a quelques jours. Le parc national des chutes d'Ograbi s'étend sur plus de 46 000 hectares, bordant le canyon long de 18 km. À 1 mètre près, ces chutes ont exactement la même hauteur que les chutes du Niagara, 56 mètres au lieu de 57. Par contre, leur débit est 2 fois supérieur. Et pourtant, je n'en avais jamais entendu parler avant ce voyage. C'est difficile à croire, mais voilà à quoi ressemble le fleuve, quelques kilomètres en amont des chutes. Le voyage est fini. L'avion va nous amener à Johannesburg et nous partirons directement pour l'Europe.